Les années 50. Boom économique dans les pays occidentaux. Guerre dans les colonies. Algérie, Corée, les conflits se multiplient. Aux États-Unis, les Rosenberg sont exécutés et le sénateur McCarthy déclenche sa chasse aux sorcières. Le roi est mort, vive la reine. Élisabeth II est couronnée avec faste dans l'admiration générale. En Europe, on aspire au rêve américain. Le blue jean, sa musique, le rock'n'roll et ses boissons fétiches, le Coca-Cola. Les ados rebelles se reconnaissaient dans James Dean, qui meurt à 24 ans, coincé dans sa Porsche. Les lumières de la ville triomphent, mais Charlot s'exile. En Italie, Federico Fellini a été récompensé aux Oscars pour La Strada. Des millions de gens écoutent la radio, mais dans le coin obscur de plus d'une pièce, de petites boîtes émettent des images dans un bain de lumière argentée. L'âge de la télévision a commencé. Grace Kelly, épouse régnée de Monaco. Al Wallis a su déceler dans ce visage boudeur l'image du rebelle qui allait plaire à une génération d'adolescents. Elvis Presley n'a pas seulement été chanteur de rock, il est devenu une star de cinéma, figurant parmi les plus rentables des États-Unis. Oh, baby, 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 baby. Friend of mine, you ain't nothing but a hound dog. Rock and roll. Je suis né Harold Brent Wallis le 14 septembre 1899 à Chicago, dans l'Illinois. Mes parents sont des Juifs qui ont quitté leur Russie natale pour les promesses d'une terre plus heureuse. Nous avons vécu, mes deux sœurs et moi, ni trop riches ni trop pauvres, couvés par notre mère qui s'occupait de nous. Mon père, tailleur de métier, était un joueur invétéré, ce qui nous a valu la visite fréquente des huissiers. Le jour de mes 14 ans, mon père nous quitte. Nous ne le reverrons jamais. Il mourra seul quelques années plus tard au Canada. Je dois arrêter mes études et trouver des petits boulots pour ramener de l'argent à la maison. Je travaille comme commis dans une banque où je gagne 5 $ par semaine. Puis j'étudie la sténographie avant de me faire débaucher comme représentant pour une compagnie d'électricité. Je vends des appareils partout dans le pays. J'apprends les bases de mon futur métier, savoir vendre un produit. Quelque temps plus tard, ma mère attrape la tuberculose et nous décidons de partir sous les cieux plus cléments en Californie. Nous sommes en 1920. Ma sœur Mina est engagée comme secrétaire par la Warner pendant que je m'occupe du Garrick, une salle de cinéma de Los Angeles. C'est là que je croise la route de Sam Warner, qui cherche quelqu'un pour gérer la publicité de ses studios. C'est comme ça que ma carrière débute à Hollywood. Sous la direction de Daryl Zanuck, mon travail consiste à l'élaboration des dossiers de presse, des affiches, des lobby cards et des contacts avec les journaux pour faire parler du film. Je dois également m'occuper des stars, c'est-à-dire les chercher en limousine à la gare et leur fournir ce dont elles ont besoin. Jack Warner, le frère de Sam, s'occupe des productions et je passe de plus en plus de temps avec lui. Nous travaillons ensemble avec Ernst Lubitsch sur la production de l'éventail de Lady Windermere. Puis, le chanteur de jazz déboule sur les écrans et la Warner devient le studio en vogue. Les productions deviennent parlantes et ma fonction évolue. Jack Warner me nomme à la tête de la First National, une compagnie de production qu'il vient de racheter. J'y fais mes débuts comme producteur et lorsque Daryl Zanuck quitte la Warner pour la Fox, je reprends son poste. Little Caesar est mise en chantier avec Edward G. Robinson dans le rôle de Rico sous la direction de Mervyn Leroy. Un nouveau genre voit le jour. Le film de gangster. We were talking about a lot more money than this.
There are more of us to be taken care of now. Well, that may be, but I've got the Falcon. You may have the Falcon, but we certainly have you. Je travaille sur le Faucon maltais, avec John Huston, tout jeune réalisateur. Je garderai les acteurs du film, Humphrey Bogart, Peter Lorre et Sidney Greenstreet, pour jouer dans ma prochaine production sous la direction de Michael Curtiz. De Robin des Bois et Yankee Doodle Dandy jusqu'au mythique Casablanca, notre collaboration nous aura ouvert les portes de la célébrité. La célébrité, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux pour être heureux. Je suis né Elvis Aaron Presley le 8 janvier 1935 à Tupelo, Mississippi, une petite bourgade pauvre du sud des États-Unis. Pauvre, mes parents l'étaient aussi, et la vie n'a jamais été facile pour nous. Dès ma naissance, j'ai été marqué par le destin. Mon frère jumeau est mort-né. On est parti pour Memphis avec tous nos meubles sur le toit de la voiture. Cela n'a rien changé. Mon père était toujours abonné au chômage. Et pourtant, pour mon 10e anniversaire, il se prive de tabac pendant plusieurs semaines et m'offre une guitare. Ma mère me couvre trop et je m'enferme souvent dans ma chambre pour lui échapper. C'est à cette époque que je découvre les Noirs qui travaillent dans les champs de coton. Je tombe sous le charme de ces gens simples qui chantent avec tant de ferveur des rythmes pleins de vie. Je commence à les imiter avant que le curé ne me demande de chanter dans la chorale de l'église. À l'adolescence, je porte les cheveux longs, ce qui fait de moi un garçon différent des autres. J'ai du mal à m'intégrer. Je fais des études pour devenir électricien, mais je suis obligé de faire 1000 petits boulots pour ramener de l'argent à la maison. Un jour, je suis embauché pour aider un projectionniste dans notre salle de cinéma. Et là, je vais apprendre plein de trucs. Clark Gable porte sa chemise ouverte, sans t-shirt en dessous, je le copie. Brando, James Dean et Tony Curtis ont les cheveux foncés et ils ne sourient pas. Je m'en souviendrai lorsque je me retrouverai moi aussi devant une caméra. Je ferai exactement comme eux. J'ai toujours pensé que les acteurs blonds aux yeux bleus qui souriaient beaucoup disparaissaient plus vite de la mémoire des spectateurs. Mais ce n'est pas le cinéma qui me propulsera vers la gloire. Ce sera la musique. En 1954, j'enregistre une maquette chez Sun et Sam Phillips, le propriétaire, est intrigué par mon allure et ma voix. La chanson That's All Right est la première des 5 à paraître sous leur label. Quelques mois plus tard, je passe dans une émission de radio et on me fait signer un contrat d'1 an. Ma musique passe dans 13 États américains par l'intermédiaire de 190 stations. C'est à cette époque que je rencontre un homme qui allait influencer ma vie de future star du rock'n'roll. Un immigrant originaire des Pays-Bas. Un ancien forain du nom de Andreas Van Kuzik que ses amis appelaient le colonel. Il a été le premier à comprendre ce que j'allais représenter pour une génération d'adolescents. Parker étend son emprise sur moi jusqu'à récupérer la moitié de mes gains, situation unique dans le monde du show business. Avec en tête les promesses de succès, je commence une ascension foudroyante, jamais égalée dans le monde musical. Mon style inhabituel, mes mouvements sexy et mon apparence commencent à créer de plus en plus d'excitation partout où je passe. Le 20 novembre 1955, je signe avec le géant RCA un contrat qui passe pour être le plus important de toute l'histoire de la musique. En quelques années, j'étais devenu la plus grande célébrité du pays. Il me fallait maintenant trouver une maison correspondant à mon nouveau statut. Cette maison, ce refuge, ce sera Graceland. Le colonel Parker avait une vision très précise de ce que je devais faire. Il voulait me présenter à l'un de ses amis qui travaillait à Hollywood et qui pourrait faire de moi une star du cinéma. C'est comme cela que je rencontrai Al Wallis. Al Wallis était un producteur important. Il vit en Elvis Presley ce qu'il avait vu aussi en Kirk Douglas, Charlton Heston, Katharine Hepburn ou Humphrey Bogart,
une future star du grand écran. Quand le jeune homme se présenta au studio pour y faire un bout d'essai, personne ne le prit au sérieux. Le réalisateur avait des doutes et ne pensait pas qu'Elvis Presley serait capable de faire du cinéma, mais tous furent agréablement surpris par ce screen test. En 1956, un premier scénario essuie un refus du colonel sous prétexte que le rôle d'un jeune homme faible d'esprit pourrait nuire à l'image de son poulain. Al Wallis chercha un nouveau scénario qui soit assez bon pour le King. Ne trouvant rien qui convenait à la Paramount, il le prêta à la 20th Century Fox pour The Reno Brothers. Ce fut le premier film d'Elvis Presley. Al Wallis trouva finalement un projet qui convenait. Le tournage de Loving You commença en 1956. L'année suivante, la première de son nouveau film, Love Me Tender, eut lieu au théâtre Paramount de New York. Le colonel Parker avait fait tout ce qu'il fallait et la production récupéra sa mise d'$1 million en 3 jours seulement. Elvis venait de faire la preuve de sa rentabilité au cinéma. Yes, you know this young man. You've heard more about him than any star personality in the modern entertainment world. Yet, here is an Elvis Presley you've never seen before. Son film le plus célèbre, Le Rock du Bagne, est le premier Scopitone, le précurseur du vidéoclip, produit pour le grand écran, dont les images sont mises en scène sur les morceaux musicaux. Everett, dynamically portrayed by Elvis Presley, was a tough blackboard jungle kid who became even tougher under the influence of his jailhouse cellmate. A terrific performance by Mickey Shaughnessy. I'm an animal in the jungle, and I got a motto. Do unto others as they would do unto you, only do it first. Do it first. That's right. Jailhouse Rock is the astounding success story of this rebel with a voice that rocked the world. I guess it's just because you were so square. Baby, I don't care. Jailhouse Rock is also the love story of this rebel. How dare you think such cheap tactics would work with me? I need tactics, honey. It's just the beast in me. The fires of violence still raged in Vince as he fought his way to fame and fortune in the exciting world of popular music. And they began to wail. And then came Hollywood. No, Vince, let's try it again. Vince! How do you like our movie star, Peggy? He has adapted very quickly. Well, there's not much oxygen up where he is, and the man gets lightheaded. Tramping on me is one thing, Sonny. Hurting a little girl like Peggy is another. Just don't you go getting no ideas, huh? There comes a time when you gotta take a hand in things, and that time is now. Don't push me, I'm gonna beat hell out of you. Don't try it. You're talking crazy, man. You know you got it coming, son. I said don't try. Marlon Brando avait lancé la mode des acteurs rebelles et les 2 petits princes qui l'ont suivi ont su apprivoiser leur renard. We got this tied on the rope. Because I am involved and you're involved. Mom. James Dean, tué au volant de sa Porsche, devint l'un des acteurs mythiques d'Hollywood. Elvis Presley, avec sa moue boudeuse, construisit sa légende entre musique et cinéma. Elvis, 5e grande fortune d'Hollywood, commença le tournage d'un nouveau film à la Nouvelle-Orléans. King Creole avait été prévu pour James Dean, ce qui renforça la volonté d'Elvis de sortir vainqueur de cette nouvelle épreuve. J'avais acheté les droits pour $25 000, une somme ridicule. Michael Curtis, avec qui nous avions fait Casablanca, devait réaliser ce film. J'ai pris les meilleurs. Je voulais donner à Elvis l'écrin qui pourrait faire briller sa personnalité. You're a pretty fancy performer, ain't you, kid? Now you know what I do for an encore. Ce n'était pas facile pour lui, car il ne venait pas de ce milieu. Comme beaucoup, me direz-vous. Sauf que lui était devenu une star de la musique, et que certains pensaient que le cinéma lui permettait juste de s'amuser.
Aussi, tout le monde, à part moi, fut étonné du résultat. Like a castaway broken toy, love doll, I love you madly. Let me be your lover boy. I've stacked chairs and bottles and swept the floor up of every joint on Bourbon Street. It's gotten so I look longer at a dame with clothes on and one without. I'm not a hoodlum, but I am a hustler. I've had to be for a very simple reason. Young dream, young dream, young dream. My heart is filled with your dreams, dream. And I'm longing to share them all with you. En plein tournage, Elvis est convoqué au bureau de recrutement de Memphis pour effectuer son service militaire. Il demande un sursis et l'US Army, ne pouvant rien lui refuser, attendra la fin du tournage. How do you get out? Fighting for the upper hand, the devil-driven temper that was his pathway to destruction. Get out of here, Ryan! Don't come back! Comme pour Gary Cooper ou Errol Flynn, Curtis voulait modeler à son idée l'image du chanteur devant la caméra. Le jeune rocker était l'idole incontestée de la jeunesse, et certains le considéraient comme le Valentino des années 50. Ce fut la première œuvre cinématographique d'Elvis, appréciée par les critiques pour son jeu d'acteur et ses interprétations musicales. Les 11 titres de la bande-son se partageront les meilleures places des hit-parades, et 3 d'entre eux deviendront des disques d'or. Mais le destin aime remettre les hommes à leur place, et en août 1958, la mère d'Elvis est hospitalisée d'urgence pour une hépatite. Elle décède à l'âge de 46 ans. Complètement dévasté, Elvis est envoyé en Allemagne pour y effectuer son service militaire, où il restera pendant 18 mois. C'est là qu'il découvre l'enthousiasme des Européens pour sa musique. De retour au pays, il est reçu comme un héros. Il s'attendait à avoir un rôle dans un film non musical, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Elvis était désormais prisonnier de son image. J'ai demandé à Norman Taurog et Michael Moore de réaliser une comédie musicale sur un soldat américain en Allemagne de l'Ouest. En octobre 1960, nous sortions la bande-son de G.I. Blues. Le disque, rapidement numéro 1, restera 111 semaines au hit-parade. Ce sera le 33 tours le plus vendu de sa carrière. Les films où jouait Elvis rapportaient beaucoup, quelle que soit leur qualité. Un film avec Elvis était un succès garanti. Les bandes-sons devenaient des tubes. Il fallait faire plus de films, et le plus vite possible. On comprend pourquoi le colonel Parker ne voulait pas qu'Elvis suive une formation. Dommage. Il avait un tel charisme qu'il touchait un vaste public. Les vieux, les jeunes, tout le monde. J'étais naturel, c'est tout. Quand je jouais naturellement. Blue Hawaii racontait l'histoire d'un soldat revenu d'Allemagne où il a effectué son service militaire et qui rejoint sa famille à Honolulu pour jouer les guides touristiques. J'avais vécu la même chose. Comme avec G.I. Blues, la bande-son fut mise sur le marché un mois avant le film et resta 20 semaines en tête du box-office. En 1963, dans Fun in Acapulco, j'ai pour partenaire la voluptueuse Ursula Andress qui venait de terminer un James Bond aux côtés de Sean Connery. Peu sûr de moi physiquement, je gardais ma chemise pendant tout le film, Ursula ayant des épaules nettement plus larges que les miennes. On me proposa d'interpréter le rôle principal de West Side Story, mais le colonel refusa que je joue un gangster. Dommage. Mon film préféré fut Les Rôdeurs de la Plaine, un western mis en scène par Don Siegel. Contrairement à mes autres films, je n'avais qu'une seule chanson à interpréter. Le film, dont le scénario avait été conçu pour Marlon Brando, traitait des relations entre Blancs et Indiens. Malheureusement, ce ne fut pas un succès commercial. Il n'y avait pas assez de musique pour mes fans et les cinéphiles m'ont toujours ignoré.
Le 1er mai 1967, j'épousai Priscilla lors d'une cérémonie intime à Las Vegas. Nous sommes ensuite partis pour une lune de miel de quelques jours à Palm Springs avant de revenir à Memphis. Un mois plus tard, j'organisais une deuxième réception à Graceland pour les parents et amis qui n'avaient pu se déplacer à Vegas. Le 1er février 1968, Priscilla accouchait d'une petite fille, Lisa Marie. Mais lorsque l'on est célèbre, la vie n'est pas toujours simple, et en 1972, nous nous sommes séparés. Priscilla a quitté Graceland avec Lisa Marie. J'adorais ma fille. Et cette séparation sera une des causes de ma déchéance. Depuis quelque temps, mes problèmes de santé et ma dépendance aux médicaments vont aller en s'accentuant. J'allais traverser une période noire jusqu'au 14 janvier 1973 où je jouais devant le monde entier. Mon concert fut retransmis par satellite. Plus d'1 milliard de personnes m'ont entendu dans une 40aine de pays. I traveled each and every byway, oh and more, much more than this, I did it my way. Al Wallis monte sa propre compagnie de production après avoir quitté la Warner en 1944. Il aura produit plus de 400 films et aura été nominé plus de 30 fois aux Oscars. Il meurt le 5 octobre 1986 en Californie. De son côté, la carrière d'Elvis au cinéma semblait finie jusqu'à ce qu'on lui offre un rôle dans Une étoile aînée. Lui, qui rêvait de rejouer, ne tournera jamais ce film, car le colonel Parker exigea une somme que les studios refusèrent. Sa carrière au cinéma a débuté avec l'opportunité d'un rôle de premier plan dans un film avec Burt Lancaster. Elle s'est terminée avec la possibilité de devenir le partenaire de Barbara Streisand. Elvis a souvent laissé aux autres ses choix de carrière, mais entre son public et lui, il y avait plus que de l'amour, une relation qui ne s'explique pas. La nature du personnage créé autour d'Elvis Presley et le travail commun avec Al Wallis ont immortalisé des films qui, loin d'être des chefs-d'œuvre, portent en eux un soupçon d'éternité qui les rendent immortels.